Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de cette mi-journée, le laboratoire d'hydrologie appliquée et environnement de l'Université de Lomé vient de livrer à la Commission électorale nationale indépendante CENI les résultats du test de l'encre indélébile réceptionné il y a environ 2 semaines. Conclusion, ce matériel essentiel répond aux normes de qualité pour la bonne tenue des prochaines municipales prévues le 17 juillet 2025. La 10e revue sectorielle de l'éducation s'est ouverte à Lomé hier, l'occasion pour les acteurs concernés de dresser le bilan et définir par la même occasion ensemble de nouvelles stratégies pour relever les défis persistants en vue d'offrir une éducation de qualité accessible à tous. Et puis, c'est demain la fête de Tabaski 2025 et l'animal le plus recherché à sacrifier, c'est bien le mouton. Et à quelques heures de cette grande fête musulmane, quelle est l'ambiance dans les marchés à bétail? Nous irons à Agoué Échangeur et à Déticopé pour le constat. Voilà pour les titres. Voici le 13h de ce jeudi 5 juin 2025 et c'est en direct sur la télévision togolaise. Le président du Conseil fort, Essa Zunanya Singbe, a encore reçu un soutien de taille dans sa mission de médiateur dans la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les Nations Unies, par la voix de la chef de mission de stabilisation de la RD Congo, Bintou Keita, et la présidente namibienne par la voix de la ministre en charge des relations internationales, Selma Achipala Moussavi, sont allés échanger avec le président du Conseil fort, Essa Zunanya Singbe, dans son rôle pour l'apaisement des conflits en Afrique. Le compte rendu avec Gabriel Ayena. En fin de mission diplomatique au Togo, Selma Achipala Moussavi a tenu à exprimer au président du Conseil fort, Essa Zunanya Singbe, la reconnaissance des autorités namibiennes pour ses efforts soutenus dans le raffermissement des relations bilatérales. Coopération économique, dialogue politique, échange culturel, autant de chantiers auxquels la diplomate a activement pris part. Récemment nommée ministre du Commerce de son pays, Madame Achipala Moussavi repart avec des souvenirs forts et un message de gratitude. Elle salue un appui indéfectible, un accompagnement discret mais constant qui a marqué son passage à Lomé. Je viens de rencontrer le président du Conseil fort Nyasingbe en ma qualité de nouveau ministre namibien chargé des relations internationales et du commerce. La Namibie a tenu des élections en novembre dernier et mon président a décidé de me nommer ministre des Relations internationales. Je suis donc venu prendre congé du président du Conseil, le remercier pour son soutien et son aide, lui transmettre les salutations de mon président. Je salue la coopération fraternelle entre la Namibie et le Togo, et j'exprime mon souhait de la voir se poursuivre et se renforcer. Nous sommes des pays très proches, nous sommes des pays côtiers, ce qui est important dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine. Je suis donc très heureuse d'avoir pu revoir le président qui m'a souhaité bonne chance dans mes nouvelles fonctions. Namibie, Togo, 2 pays liés par une même appartenance au Commonwealth, mais aussi par des valeurs partagées. Démocratie, bonne gouvernance, intégration régionale et paix durable. Des valeurs que les 2 États défendent avec engagement sur la scène africaine. Et justement, la paix, le Togo en a fait une priorité. Un engagement reconnu et salué au plus haut niveau des Nations Unies. En mission à Lomé, la chef de la MONUSCO, Bintou Keita, a été porteuse d'un message fort du secrétaire général de l'ONU, un message de soutien au président du Conseil fort, Essa Zunanya Singbe, pour ses nombreuses initiatives en faveur d'un règlement pacifique du conflit entre le Rwanda et la RDC. Cette visite s'inscrit dans un contexte diplomatique délicat mais porteur d'espoir. Le Togo, par son approche inclusive et sa diplomatie de proximité, œuvre à créer les conditions d'un dialogue franc et constructif entre les parties prenantes. Tout se précise pour la bonne tenue des élections municipales prévues le 17 juillet prochain. L'encre indélébile devant servir dans les bureaux de vote est de bonne qualité. C'est ce que révèle le laboratoire de l'Université de Lomé. Les résultats du test de cet élément essentiel ont été présentés à la CENI, Commission électorale nationale indépendante, hier à Lomé. Reportage Nada Ibrahim sous le commentaire de Urish Amega.
Réceptionné il y a quelques semaines, un échantillon des plus de 30 000 flacons d'encre prévus pour les municipales a été soumis à des analyses rigoureuses au laboratoire de l'Université de Lomé. Nous avons reçu l'encre, cela fait 2 semaines. Maintenant, il s'agit de confirmer l'indélibilité de cette encre qui va être bientôt utilisée pour les prochaines élections. Notre réunion nous permet d'avoir les résultats de cette expertise. Les résultats sont sans équivoque. Conformément à la méthodologie, nous avons procédé à un échantillonnage sur site, puis nous avions poursuivi la suite de l'étude en laboratoire. Donc les méthodes standards y ont été appliquées. Les résultats nous ont permis de conclure que l'encre réceptionnée remplit les conditions d'indélibilité et peut donc être utilisée pour les élections dans notre pays. La Commission électorale nationale indépendante CENI atteste ainsi de la qualité et de la fiabilité du produit, un outil essentiel au bon déroulement des élections municipales prévues pour le 17 juillet prochain. Et dans le même élan, nous poursuivons avec ce communiqué de la CENI. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance des candidats à l'élection des conseillers municipaux de 2025 que les listes provisoires des candidatures acceptées par la CENI seront publiées dans chaque CELI ce jeudi 5 juin 2025 à partir de 15h00. Les candidats sont priés de consulter ces listes provisoires affichées. En cas de contestation, le candidat en tête de liste se pourvoit immédiatement devant la Cour suprême qui prend sa décision dans les 72 heures. Dans les 48 heures qui suivent l'affichage des listes provisoires, des candidatures acceptées par la CENI, le candidat en tête de liste verse au Trésor public pour chaque candidat ou candidate de la liste la caution dont le montant est de 25 000 francs CFA pour les candidats de sexe masculin et de 12 000 francs CFA pour les candidats de sexe féminin. Le non-versement de cette caution entraîne l'annulation de la candidature. La présentation à la CELI de l'original de la quittance de paiement de la caution constitue la preuve de paiement. Un récépissé plutôt définitif est délivré au candidat en tête de liste sur présentation de la quittance de paiement de la caution. Le président de la CENI souhaite une bonne chance à tous les candidats. Un communiqué signé Dago Yabré, président de la CENI. La suite de cette édition avec la 10e revue sectorielle de l'éducation. À Lomé, le secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation fait le point des avancées enregistrées en vue d'identifier les défis à relever pour définir avec les différents acteurs concernés de nouvelles orientations pour une école plus équitable, inclusive et surtout performante. Nicolas Tila. C'est un rendez-vous annuel devenu incontournable dans l'agenda du système éducatif togolais. Ministère sectoriel, partenaires techniques et financiers, institutions nationales. Tous sont à nouveau réunis pour faire le point. Objectif, passer au crible les actions menées en 2023 et 2024, analyser les résultats et surtout identifier les défis qui freinent encore l'émergence d'une école plus performante. Le secteur avance. Nous avons tous réalisé des sauts quantitatifs et qualitatifs conformément à la feuille de route gouvernementale élaborée et déroulée sous l'autorité du président du Conseil, son Excellence Faure et son éminent Niassingbe. De 2000 à 2025, nous avons progressé par la construction de 7000 salles de classe sur une projection de 14 000. En 2020, il y avait un inspecteur pour 5 inspections, 6 inspections. Mais aujourd'hui, nous sommes rentrés dans les clous qui sont en vigueur au niveau des instances internationales. Beaucoup d'enseignants recrutés. Des avancées, il y en a. Des efforts aussi. Mais sur le terrain, l'objectif d'une éducation réellement inclusive, équitable et innovante reste un cap à atteindre.
et chacun ici est invité à l'introspection. Qu'est-ce alors être inspecteur en cette période bien déterminée? Qu'est-ce alors être conseiller pédagogique? Qu'est-ce alors être directeur régional? Qu'est-ce alors être enseignant? Être parent et élève? Avions-nous suffisamment investi dans l'école? Je crois qu'il y a encore des marges que nous devrions gagner. De la même manière, nous devrions penser au devenir de nos formes. À l'issue de cette 10e revue sectorielle, des recommandations claires seront formulées. Leur mise en œuvre pourrait bien redessiner les contours d'un système éducatif plus fort, plus juste. Et que ce soit en milieu scolaire, d'apprentissage ou encore à la maison, corps enseignants et apprenants ont également besoin du silence, du calme et surtout de la tranquillité pour mener à bien leurs activités et réussir par la même occasion à la fin d'année. Pour la réussite de ces activités, la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, sensibilise les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'arrêté interministériel en date du 20 février 2025 portant réglementation de l'émission du bruit en République togolaise. Norbert Aguedanou, reportage. Une rencontre d'échange et d'information pour disséminer l'arrêté interministériel en date du 20 février 2025 portant réglementation de l'émission de bruit sur toute l'étendue du territoire togolais. Autorités communales, forces de l'ordre et de sécurité ont été entretenues sur la problématique de nuisances sonores, un phénomène grandissant qui affecte le bien-être collectif et trouble la quiétude des populations. Le droit au silence, le droit au repos, le droit à la dignité dans son propre domicile ne sont pas des privilèges, mais des droits garantis par la législation nationale et tous les instruments internationaux que le Togo a régulièrement ratifiés. La lutte contre les nuisances sonores, elle exige une discipline collective, mais aussi une application rigoureuse des tests réglementaires en vigueur. La régulation du bruit se voit aujourd'hui renforcée par ce nouvel arrêté. Une avancée majeure qui encadre désormais toute émission sonore, qu'elle provienne des bars, des lieux de culte ou de toute source excédant les limites fixées par la loi. Parmi les formes de pollution qui affectent notre quotidien, les nuisances sonores occupent une place préoccupante. Jusqu'où puis-je faire du bruit? À partir de quel moment mon activité devient-elle une atteinte aux droits d'autrui? Quelles sont les voies juridiques permettant d'encadrer ce phénomène? L'État du Togo, en vertu de ses pouvoirs régaliens, a réglementé la question à travers un arrêté interministériel du 20 février 2025. Le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière a rappelé que cet arrêté constitue un outil juridique à la disposition des citoyens. Toute personne affectée par une nuisance sonore peut désormais saisir l'autorité administrative compétente pour faire valoir ses droits. Dans le même élan, le préfet d'Aguenivé a lancé un appel à la responsabilité citoyenne, exhortant les auteurs de nuisances sonores à se conformer à la réglementation en vigueur. Objectif, préserver la paix sociale, garantir un cadre de vie sain et renforcer la cohésion au sein des communautés. Renforcer ainsi la cohésion sociale au sein des communautés, oui. Mais qu'adviendra-t-il en cas de violation des niveaux sonores recommandés? La teneur des sanctions prévues par les tests pour décourager tout contrevenant en matière de nuisances sonores, c'est dans ce dossier signé Norbert Aguedanou. Le vacarme gagne du terrain et avec lui, la tranquillité s'efface. Dans nos quartiers, sur nos routes, même parfois dans nos foyers, le bruit s'invite, s'impose et finit parfois par nuire à la santé,
à l'environnement, mais aussi à la cohésion sociale. Un fléau silencieux alerte les experts, surtout quand les seuils réglementaires sont franchis. Le bruit, ça a des niveaux qu'il faut respecter. Et l'unité de mesure, c'est le décibel. Et donc, nous devons respecter ces décibels recommandés par l'OMS. Et d'une manière générale, la recommandation nous fait savoir qu'à partir de 70 décibels, ce n'est plus tolérable. Et qu'au-delà de 85, ça crée du tort à l'ouïe, donc les oreilles. Et le mal le plus permanent, c'est la perte auditive. Pendant le jour, on nous dit d'être au maximum à 70 décibels. Pendant le jour. Et la nuit, c'est autour de 55 décibels pour être vraiment en conformité. Pour y faire face, la lutte contre les nuisances sonores devient l'affaire de tous. L'arrêté interministériel numéro 0138, en son chapitre relatif aux articles 5 à 9, fixe clairement les règlements en matière de bruit sur l'ensemble du territoire national, justement pour encadrer, limiter et prévenir. Quand on est dérangé par le bruit, la procédure, la première chose à faire, c'est de porter plainte auprès de l'autorité administrative que l'administration devrait instruire et qui va aboutir éventuellement à une sanction. Les sanctions prévues en cas de non-respect, ce sont d'abord les sanctions administratives, ce sont les avertissements, ce sont les suspensions d'activité, ce sont les retraits d'autorisation, ce sont également des amendes qui peuvent être infligées par délibération du conseil municipal à toutes les sources de bruit, les bars, les moulins, les scieries, etc. En dehors de ça, il y a également des dispositions pénales qui existent donc dans le Code de la santé, dans la loi cadre sur l'environnement, dans le Code pénal qui peuvent être applicables par la justice. Toutefois, des exceptions sont prévues. Les célébrations religieuses, qu'elles soient festives ou officielles, échappent à ces restrictions lorsqu'elles ont reçu une autorisation préalable de l'autorité administrative compétente. Une manière d'allier respect des croyances et régulation sonore. À l'étranger, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entretenus mardi dernier dans le contexte du conflit russo-ukrainien. À l'issue de la conversation, le président américain a estimé qu'il n'y aurait pas de paix immédiate entre Kiev et Moscou. Le Kremlin, de son côté, a jugé que la conversation téléphonique avait été positive et surtout productive. Suivez plutôt. Nouvel appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump. 1h15 d'échange avec l'Ukraine comme point d'orgue. Ce fut une bonne conversation, mais pas une conversation qui mènera à une paix immédiate. Le président Poutine a déclaré, avec beaucoup de fermeté, qu'il devra répondre à la récente attaque contre les aérodromes. Le Kremlin, de son côté, qualifie la conversation de positive et productive et déclare que les deux hommes vont rester en contact permanent. Un changement de ton après des tensions fin mai, quand suite à une série d'attaques meurtrières en Ukraine, Donald Trump avait déclaré que Vladimir Poutine devenait complètement fou. Là encore, il a longuement été question d'attaques, ukrainiennes cette fois, notamment la mission Toile d'araignée, préparée depuis des mois par les services ukrainiens qui affirment avoir détruit 34% des bombardiers stratégiques russes et causé des dégâts à hauteur de 7 milliards de dollars. Ce sujet a également été abordé. Donald Trump a d'ailleurs répété que les Américains n'en avaient pas été informés à l'avance. Loin de la promesse de paix rapide de Donald Trump au moment de son élection, c'est une intensification militaire qui se dessine. Le secrétaire général de l'OTAN appelle ses partenaires à des engagements plus forts. Mark Rutte souligne également l'importance de la médiation américaine dans le dossier. Je pense qu'il faut vraiment souligner le fait que le président Trump ait fait sauter le verrou. Parce qu'en janvier de cette année encore, il n'y avait pas de conversation directe entre les États-Unis et la Russie. Et je pense qu'il était important que Trump le fasse. Sous l'égide de la Turquie et avec le soutien de Washington, 2 cycles de négociations ont été menés à Istanbul entre Kiev et Moscou pour parvenir à une trêve, jusqu'à présent sans succès. Retour chez nous, direction Socoré, dans la région centrale, où les responsables
Des très petites et moyennes entreprises observent depuis lundi dernier la Semaine nationale des TPME. Ateliers, communication et table ronde se déroulent sur place autour du thème développement et compétitivité des TPME togolaises, construire des solutions pour une croissance durable. Désiré Aloye, notre correspondant depuis Sokoré, nous en parle. Sokodé, troisième étape de la semaine nationale des très petites et moyennes entreprises. Rencontre d'échange dans l'objectif de créer une synergie d'action favorable à leur visibilité. Occasion pour renforcer la sensibilisation et l'appropriation des recommandations du livre blanc des TPME. Une dynamique de collaboration engagée pour bâtir des entreprises solides. Ce livre blanc nous permet de structurer la participation des toutes petites et moyennes entreprises au cadre de concertation État-secteur privé. Comme ça, nous avons un référentiel de plaidoyer que nous portons qui va nous permettre de mieux discuter, de mieux poser nos problématiques afin de pouvoir, dans ce cadre-là, discuter avec l'État et de trouver des solutions idoines pour le bien-être de toutes les entreprises togolaises. L'étape de Sokodé sous le thème développement et compétitivité des TPME togolais a été une initiative de plusieurs entreprises qui ont voulu porter leur voix pour en faire un commun. Avec l'appui des partenaires comme la GIZ, IBACID, le PNUD, c'est le lieu où les entrepreneurs auront vraiment des solutions aguerries pour mieux porter haut leur activité. C'est un cadre de dialogue et une opportunité pour propulser l'action entrepreneuriale. En toile de fond, la mise en œuvre des stratégies adaptées afin de renforcer la compétitivité. C'est une opportunité pour nous en tant qu'entrepreneurs de discuter, de débattre, de dialoguer sur tout ce qui concerne la fiscalité, la digitalisation de nos entreprises, ce qui nous permettra de mieux gérer nos entreprises, de faire nos activités comme cela se doit. Cette rencontre nous permet, nous, entrepreneurs, de créer des innovations dans nos diverses activités, mais aussi nous sert en même temps de tremplin pour parler, dialoguer et discuter des difficultés qu'on rencontre chaque jour. Ça permettra également aux autres acteurs de nous soutenir, de nous venir en aide avec des appuis financiers et techniques pour pouvoir nous améliorer. La Semaine nationale des TPME est à sa deuxième édition. Elle convie tous les acteurs impliqués à l'action collective, inclusive et concertée afin de mieux bénéficier des mécanismes d'accompagnement, un élément clé qui contribue beaucoup à leur émergence. Encore quelques heures et c'est la fête de Tabaski l'Aïd el-Kébir, la plus importante des fêtes musulmanes, littéralement appelée fête du mouton ou encore fête du sacrifice. À la veille de cette célébration, la rédaction de la télévision togolaise nous fait vivre l'ambiance au marché à bétail. Constat à Agoué échangeur et à Détikopé avec Carole Djomeda et Eli Agbanyandao. Dans ce marché d'Agoué échangeurs, d'un peu partout, l'on entend du bêlement de tous côtés. Les propriétaires, eux, n'attendent que les preneurs à quelques heures de la Tabaski. Et justement, les musulmans ont bravé la pluie pour investir les lieux. Chacun veut honorer à sa manière la fête du sacrifice. Ici, les négociations vont bon train entre vendeurs et acheteurs. Bien, on a circulé un peu, on a vu qu'il y a du bétail, mais les prix sont un peu chers. On est venu aux alentours de 15 h, il y a presque 17 h. On n'a pas encore choisi. Après une longue discussion avec notre vendeur, il a finalement accepté de nous laisser ça. La fête sera très belle. Les choses sont chères, mais vraiment grâce à Dieu, on a pu acheter. De l'autre côté, au niveau de l'échangeur, on n'a pas pu acheter. Mais comme on est venu ici, grâce à Dieu, on a acheté. Bonne fête à tous les Togolais. Ici, comme au marché à bétail d'Adétikopé, l'ambiance est la même. Chaque fidèle de Mahomet compte trouver pour son compte. La tradition de l'Aïd el-Kébir oblige. Pour éviter la flambée des prix sur les marchés depuis quelques années, le gouvernement apporte son soutien aux éleveurs togolais pour que les bêtes soient accessibles à toutes les bourses. Cette année-là, il n'y a pas marché. Les clients ne viennent pas. L'année passée, c'est cher prix cette année-là. Les gens ne viennent pas. Ils disent qu'il n'y a pas l'argent. Les prix sont abordables. Et quelque part, ce n'est pas abordable parce qu'il n'y a même pas les animaux. Par exemple, nous, chez nous ici, si vous voyez tous les animaux que nous avons ici, c'est nous-mêmes qui avons élevé ça ici.
Avant, les gens nous apportent les choses de Burkina, Mali, Sénégal, Niger pour amener. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Par exemple, les Burkina, avant, c'est eux qui nous fournissent les bêtes. Maintenant, les Burkina viennent ici acheter les bêtes pour amener là-bas. Grâce au gouvernement, je les remercie pour l'effort qu'ils ont fait. Sur les marchés, les prix varient selon la taille, la race ou la provenance de l'animal. La Tabaski commémore le geste d'Abraham, prêt à sacrifier son fils en obéissance à Dieu. Elle reste une fête à la fois spirituelle et communautaire, où le mouton, au-delà du sacrifice, symbolise un lien familial, un moment de vivre ensemble pour mieux entamer la nouvelle année conformément au calendrier musulman. Et toujours à l'approche de l'Aïd, l'animal le plus recherché en Algérie également, c'est le mouton Ouled Djelal. Il s'agit d'une race locale impressionnante et à la viande la plus fine. Mais le mouton Ouled Djelal est aussi hors de prix. Chaque année, pourtant, il trouve des acheteurs qui se pressent au marché de la ville du même nom. Reportage. C'est la vedette du marché. Un grand mouton solide et à la laine presque blanche, connu et estimé dans toute l'Algérie, car c'est une race autochtone. Le Ouled Djelal porte le nom de la ville dont il est originaire. Réputé pour la qualité de sa viande, son prix explose à l'approche de l'Aïd. Malgré cela, les connaisseurs sont présents dès l'ouverture des ventes. Je suis venu de la wilaya d'El Mkhaïr pour acheter un mouton de la race Ouled Djelal, mais les prix sont très élevés. Je trouve cette race chère, même si elle reste incomparable. C'est la meilleure en Algérie, et un seul mouton peut atteindre 60 à 70 kilos. Ouled Djelal est une petite ville aux portes du désert, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Biskra. C'est ici que s'est développé l'élevage de cet ovin adapté aux zones arides. Grand marcheur, il n'est pas difficile à nourrir. Pourtant, la production est en berne. Ce métier, nous l'avons hérité de père en fils, et nous y sommes toujours, et nous y resterons toute notre vie. Nous le transmettrons aussi à nos enfants. Quant à la race Ouled Djelal, elle est connue mondialement, mais elle risque de disparaître à cause des conditions climatiques, du manque de soutien et de la sécheresse. Et pourtant, nous continuons à nous battre. Avec près de 10 millions de têtes, le Ouled Djelal représente encore plus de la moitié du cheptel national. Il domine chaque année les ventes à l'occasion de l'Aïd, malgré un prix élevé qui dépasse les 1 000 € contre moins de 270 € pour les moutons importés. Et parmi les ingrédients qui s'invitent également à cette fête, c'est bien l'ail. Une épice souvent utilisée en cuisine pour aromatiser une grande variété de plats allant des sauces aux viandes en passant par les légumes. Ces bienfaits nous sont présentés dans ce dossier de la rédaction de la télévision togolaise et c'est dans ce dossier signé Nicole Attila. L'ail, le légume se présente sous une forme blanche ou violette. Quelle que soit la couleur, elle garde la même vertu et se distingue par un arôme piquant avec une saveur particulière. L'ail a la réputation de protéger le consommateur contre plusieurs maladies. L'ail contient des antioxydants, notamment le sélénium et la vitamine C, ce qui protège les cellules naturellement contre l'oxydation et donc la personne contre le vieillissement précoce. L'ail est un anti-infectieux. Son utilisation peut combattre les infections, permet la fluidification du sang, ce qui évite la formation des caillots et est à l'origine des infarctus communément appelés des crises cardiaques. Il lutte contre l'hypertension artérielle. Autre chose, c'est que l'ail permet la solidification des os, notamment chez les femmes ménopausées. Crue ou cuite, cette épice est un aliment de base dans la cuisine. Dadédé l'utilise surtout pour relever le goût de ses plats. Amela nozogela nyabole dande le fio silan le fie décider pek ko dagbe da benyi be lambe desipoa ayodo la niemi voi veve toi bien za yo djen. L'ail peut irriter si l'on est du genre indigeste. Dans ce cas, les spécialistes recommandent d'enlever le germe avant l'utilisation.
Face à la mauvaise haleine après la consommation, en voilà quelques astuces. D'utiliser du jus de citron qui pourrait aussi l'atténuer, ou de prendre du lait, du yaourt, qui peut aussi contribuer à l'atténuation de cette odeur. De façon générale, on conseille de prendre 3 à 4 gousses d'ail par jour. Si une personne se reconnaît allergique à l'ail, évidemment, il ne faudrait pas qu'il l'utilise. Pour bénéficier pleinement des bienfaits de l'ail, il faut en consommer régulièrement et de préférence à l'étape crue ou à moitié cuit. Avec la clémence de la régie, ce communiqué que nous reprenons avant de refermer cette édition, ce communiqué de la CENI, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance des candidats à l'élection des conseillers municipaux de 2025 que les listes provisoires des candidatures acceptées par la CENI seront publiées dans chaque CELI ce jeudi 5 juin 2025 à partir de 15h00. Les candidats sont priés de consulter ces listes provisoires affichées. En cas de contestation, le candidat en tête de liste se pourvoit immédiatement devant la Cour suprême qui rend sa décision dans les 72 heures. Dans les 48 heures qui suivent l'affichage des listes provisoires des candidatures acceptées par la CENI, le candidat en tête de liste verse au Trésor public pour chaque candidat ou candidate de liste la caution dont le montant est de 25 000 francs CFA pour les candidats de sexe masculin et de 12 500 francs CFA pour les candidats de sexe féminin. Le non-versement de cette caution entraîne l'annulation de la candidature. La présentation à la CELI de l'original de la quittance de paiement de la caution constitue la preuve de paiement. Un récépissé définitif est délivré au candidat en tête de liste sur présentation de la quittance de paiement de la caution. Le président de la CENI souhaite une bonne chance à tous les candidats. Un communiqué signé d'Ago Yabré, président de la CENI. À présent, les résultats Loto Million tirage numéro 101 de ce jeudi 5 juin 2025. Il s'agit des numéros 09, 10, 33, 58 et 65. Je reprends pour le compte du tirage numéro 101 de ce jeudi 5 juin 2025 Loto Million. Il s'agit des numéros 09, 10, 33, 58 et 65. Ainsi se referme ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi particulièrement du côté de Boto, Vodjoupé, dans la préfecture de Yoto. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et bel après-midi à tous sur la première.